Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Masanime Résumé. Aujourd'hui nous allons parler de l'anime High School Prodigy Have It Easy Even in Another World. Bon visionnage. Alors que deux jeunes filles se promènent dans une forêt, elles aperçoivent un avion sur le point de s'écraser. Au Japon, il y a ces jeunes hommes et femmes célèbres dans le monde entier. Leurs talents sont si remarquables qu'ils sont surnommés « lycéens prodiges ». L'un d'entre eux est une jeune fille dotée d'une intelligence en avance de plusieurs siècles sur son temps. Elle est tellement ingénieuse que les agents d'espionnage du monde entier la surveillent en permanence. Il s'agit d'Oshi Ringo, le meilleur inventeur du monde. Il y a aussi une héroïne qui traverse des zones de guerre alors que les balles fusent autour d'elle. Elle s'appelle Shijo Aoi. La meilleure épéiste du monde. Ses compétences médicales font de la durée de vie humaine un concept ténu. Elle s'appelle Kanzaki Ken. Le meilleur médecin du monde. Le diable du monde financier, qui joue un rôle dans environ 30% de toutes les transactions monétaires dans le monde, Sanada Masato. Il est le meilleur entrepreneur du monde. Clairvoyance, télékinésie, lévitation, cet illusionniste maîtrise tous les arts. Il s'appelle Akatsuki, le plus grand magicien du monde. Une descendante du ninja Sarutobi Sasuke au talent d'espionnage inégalé, Sarutobi Shinobu. Elle est la meilleure journaliste du monde. Pour finir, nous avons le jeune homme qui a été élu Premier ministre du Japon. Il s'appelle Mikogami Tsukasa. Bien qu'il ne soit qu'un lycéen, il est l'homme politique le plus important du monde. Ces sept adolescents se trouvent maintenant ensemble dans un avion. Dans un endroit très éloigné d'ici, leurs destins vont se croiser pour commencer une toute nouvelle histoire. Tsukasa ouvre les yeux et se retrouve dans une pièce inconnue et blessée. Une fille aux oreilles d'elfe l'accueille. Blessé, il se souvient qu'il était dans l'avion qui allait s'écraser avec les autres lycéens prodiges. La jeune fille lui assure que tout va bien et il découvre bientôt que les 6 autres sont également dans la pièce. Tsukasa s'allonge et se présente à la jeune fille qui, à son tour, lui dit s'appeler Lirule. Il la remercie au nom de tous et elle lui répond qu'elle ne peut pas ignorer les blessés. Lirule se procure du ragoût et nourrit Tsukasa, mais celui-ci ne semble pas avoir la force de manger. Comme la douce Lirule craint qu'il ne retrouve pas ses forces, il ne mange pas la viande. Elle décide de l'aider. Lirule nourrit donc Tsukasa avec sa bouche. Après que le studio se soit donné beaucoup de mal pour animer les brins de salive qui se connectent lorsqu'elle se retire, Tsukasa est aussi surprise que nous. C'est alors qu'une autre femme entre dans la pièce, avec des oreilles et une queue d'animal. La nouvelle venue se présente sous le nom de Winona et a un fils de son âge. Cela surprend le garçon car elle a l'air très jeune. Remarquant qu'elle remue la queue, il lui demande si elle est bien réelle. Winona le lui confirme et le laisse même la toucher. Lirule fait alors remarquer que les 7 personnes portent des vêtements inhabituels. D'où viennent-ils? Tsukasa répond qu'ils viennent tous du Japon, un pays dont aucune des deux femmes n'a jamais entendu parler. Tsukasa est incrédule car il parle maintenant en japonais et Winona, déconcertée, répond qu'ils ont parlé en altain pendant tout ce temps. Toujours confus, il demande aux filles de l'emmener sur les lieux de l'accident. En chemin, Lirule explique qu'il y a 4 jours. Ils ont vu là, grosse chose, qui ressemble au squelette d'un oiseau en feu alors qu'il était tous les 7 allongés à proximité. Tsukasa voit l'avion complètement carbonisé et pense qu'il est impossible qu'il ait survécu. Soudain, un dragon vole au-dessus d'eux. C'est alors que Tsukasa reconnaît avec un sourire discret qu'ils sont arrivés dans un monde complètement différent du leur. Le temps passe et les 7 lycéens sont complètement rétablis. Les villageois organisent une fête. Le maire Ulga déclare qu'ils l'ont surpris et Masato répond qu'ils ont été plus choqués que lui et les villageois. Ken fait remarquer qu'après avoir vécu pendant un mois, ils se sont habitués à l'endroit, mais que c'est différent pour Akatsuki. Il a encore du mal à accepter cette réalité. Le pauvre garçon étant vulnérable, les jeunes Buma pensent que c'est une bonne idée de l'effrayer et Lirule les réprimande. Les Buma sont des animaux, souvent dotés d'une grande force. En revanche, les personnes comme les 7 d'entre eux sont connues sous le nom de Yuma. Certains Yuma peuvent utiliser un pouvoir appelé magie. Winona arrive tôt, apportant des pommes de terre à la vapeur et de la mayonnaise. Tsukasa prépare la mayonnaise et tout le monde se régale. Pendant qu'ils mangent, Winona raconte une histoire ancienne. Ces héros sont venus d'un autre monde et ont sauvé un pays qui était sous le contrôle d'un dragon maléfique. Un villageois nommé Elch n'est pas convaincu qu'il soit venu d'un autre monde. Elch dit qu'en tant que trésorier du village, il sait qu'ils ne peuvent pas se permettre de nourrir cette bouche inutile. Sa mère, Winona, lui gronde, mais il dit aux 7 de quitter le village si leurs blessures sont guéries. Plus tard dans la soirée, Tsukasa organise une réunion avec les 6 autres pour discuter de la façon de gérer cette situation étrange. Il y a 3 choses à faire. La première est de rassembler des informations sur ce monde. Quel genre de pays est Frejagar? Quelles sont les lois en vigueur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de magie? La deuxième est de chercher un moyen de retourner dans leur monde. La seule piste qu'ils ont jusqu'à présent est la légende des 7 héros.
Enfin, ils doivent rétablir les finances du village. Aoi dit que c'est peut-être leur façon de rembourser l'aide du village. Le lendemain, Ringo explique qu'elle a modifié tout leur téléphone portable pour qu'ils fonctionnent dans ce monde. Elle ajoute qu'elle s'est rendue sur le site de l'accident et a découvert que le réacteur nucléaire miniature qu'elle avait construit était intact. Il devrait avoir assez d'énergie pour l'instant. Elle note également qu'il y a beaucoup de bauxite sur le site de l'accident, qu'ils peuvent utiliser pour produire de l'aluminium. Tsukasa et Ringo entendent Winona dire au général qu'ils n'ont plus rien à donner à leur seigneur. Le lâche s'approche de la poitrine de Winona, lui disant cruellement qu'elle pourrait s'amuser à sa place. Mais Tsukasa intervient pour l'aider. Le soldat ordonne à ses hommes de l'attaquer. Mais ils ont déjà été vaincus par Shinobu et Aoi. Tsukasa s'occupe rapidement du soldat et lui dit que ce ne sont que des vermines qui profitent de la situation. Tsukasa l'avertit que s'ils tiennent à leur vie, ils doivent partir tout de suite. Masato fait remarquer que même s'ils agissent comme des bandits, il n'en reste pas moins des soldats. Shinobu ajoute qu'ils pourraient dénoncer leur seigneur, mais Tsukasa a déjà un plan pour cela. Soudain, une fumée dicolore rose et bleue apparaît devant les soldats, les faisant s'arrêter. Akatsuki flotte devant le groupe et se présente comme le magicien protecteur du village. Akatsuki dit qu'il doit sa vie à ce village. Pour s'acquitter de cette dette, il va commencer à leur ôter la vie. Il montre ensuite comment il va s'y prendre. Eh bien, en se décapitant lui-même. Le général et ses hommes de main promettent de ne rien dire au seigneur et supplient Akatsuki d'épargner leur vie. Si les soldats ne tiennent pas leurs promesses, ils savent ce qui leur arrivera. Alors que le soleil commence à se coucher, Tsukasa organise une nouvelle réunion. Il leur fait remarquer qu'ils ont tout dû surmonter des choses impensables et ingérables pour arriver là où ils sont aujourd'hui. En tant que cette prodige du lycée, rien ne devrait leur être impossible. Masato et Elge quittent la seule société commerciale de la ville sans rien vendre. Masato dit qu'il aime voler les gens, mais qu'il déteste qu'il essaie de le faire. Il demande à Elge s'il peut atteindre ses objectifs au prix qu'il propose. Elge répond que leur village ne passerait pas l'hiver à ces prix-là. Masato demande donc à Elge de lui permettre de s'occuper de leur voyage d'affaires afin qu'ils puissent gagner une fortune. Tant qu'à faire, il détruira aussi la société commerciale en une semaine. À leur insu, une petite fille de Byuma écoute leur conversation. De retour au village, les autres lycéens prodiges utilisent leurs compétences pour aider les villageois. Akatsuki amuse les enfants avec ses tours, Aoi coupe du bois, Ringo fait des progrès technologiques. Ken enseigne la broderie aux femmes et Tsukasa aide à la nourriture. Lirul remercie Tsukasa pour son aide et lui dit qu'il veut rendre au village toute l'aide qu'il leur a apportée. Lirul, cependant, ne peut s'empêcher de craindre qu'il ne soit bientôt à court de provisions pour l'hiver. Tsukasa lui dit de ne pas s'inquiéter, car Masato et Shinobu sont partis en ville avec elle et auront de bons résultats. Lirul se préoccupe alors d'Elve. Winona explique qu'Elge fait de son mieux pour s'assurer que tous les villageois sont nourris. Mais que cela a été très difficile ces derniers temps. C'est la faute d'un certain Jaqua. C'est lui qui a monopolisé le droit de faire du commerce à Dormain. C'est un type horrible qui profite de leur petit commerce en les payant une misère malgré ses profits. Tsukasa leur assure que tout ira bien s'ils laissent Masato s'en occuper. Tsukasa pense que d'ici là, Masato aura monté sa propre société de commerce Storm. Et il a raison. Le marchand a réussi à obtenir une licence commerciale pour sa société de négo Storm. Elge n'en revient pas et demande à Masato comment il a fait. Shinobu apparaît et dit que, compte tenu de son talent pour recueillir des informations, c'était aussi facile qu'un verre d'eau pour Masato. Masato raconte à Elge que les livres de comptes secrets du maire contenaient une grosse somme d'argent provenant de Nutchland, la seule société commerciale de la ville. Lorsqu'il a posé quelques questions au maire, il a obtenu un permis d'exploitation en guise de réponse. Masato a assuré à Elge que dans peu de temps, il verrait beaucoup de pièces d'or. Soudain, la petite fille qui les écoutait s'approche et demande si la partie concernant les nombreuses pièces est vraie. Elle en veut aussi. La petite fille leur dit qu'elle veut gagner sa propre vie et qu'elle en a assez de vivre à la charge des autres. Elle supplie donc Masato de lui apprendre à gagner de l'argent. Masato n'y voit aucun inconvénient et lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle est l'une des leurs. Elge est surpris d'entendre cela, mais Masato peut lire l'ambition dans les yeux de la petite fille. La petite fille s'appelle Ro et Masato lui fait changer ses vêtements défraîchis en quelque chose de plus beau. Ce soir-là, Masato montre ses talents d'entrepreneur et parvient à convaincre les gens de suivre ses plans. Son projet ? Installer un magasin au centre de la place où les gens pourront vendre leurs produits. Il leur assure que ce n'est pas interdit, car son entreprise dispose d'un permis d'exploitation. De plus, ils gagneront beaucoup plus qu'en vendant dans le Nutcherland. Le lendemain, sur la place, Elge et Ro sont étonnés de voir que le plan de Masato fonctionne bien. L'homme d'affaires expérimenté explique à ses compagnons que lorsqu'on fait des affaires, on a naturellement besoin d'argent. Cependant, la seule chose dont vous avez besoin, plus que d'argent, c'est de confiance.
Dans les affaires, la confiance se résume à la question suivante, quel profit peuvent-ils me faire? Il ne faut pas longtemps pour que leur magasin attire de nombreux clients. Masato parle à Shinobu au téléphone et elle lui raconte toutes les informations qu'elle a obtenues sur Jaquwa. Elle lui dit qu'elle va acheter un chariot plein de provisions pour le village. Il devrait sans doute bientôt répondre à la demande de Ringo. Le village reçoit de nombreuses fournitures de la part d'Elch et de Masato. Les villageois ont du sucre, du miel, de la confiture et même des fruits. Cette année, l'hiver sera particulièrement chaud. Shinobu dit à Tsukasa que Masato et son équipe devraient être de retour dans 3 ou 4 jours. La nouvelle de la compagnie de l'orme est déjà parvenue à Nuchland. Mais Jaquwa n'est pas intéressé par une petite entreprise. Laissez-les tranquilles. Ils feront probablement faillite en un rien de temps. Je n'en suis pas si sûr. Le lendemain, Masato décide de vendre de la mayonnaise aux gens et les gens se précipitent pour l'acheter. Elch est soulagé car ils peuvent enfin faire une pause. Pour Masato, le travail ne s'arrête jamais et il dit à Elch de ne pas abandonner et à Ro de nettoyer. Un homme se présente au magasin et demande s'il reste de la mayonnaise. Il se présente comme étant Klaus, le capitaine de la flotte marchande du Serpent de mer. Masato dit au capitaine qu'il l'attendait et lui offre un pot de mayonnaise. Klaus invite Masato, Elch et Ro à monter à bord de leur navire. Il s'agit de la grande flotte marchande qui assure le commerce maritime depuis l'est du Frejagar. Les affaires vont bon train car le Serpent de mer décide de s'associer à la compagnie commerciale de l'Orme. Lorsque Jaquwa apprend cette alliance, il décide d'ouvrir un marché dans la zone où l'Orme vend ses marchandises, promettant de lui faire regretter de s'être mêlé du Nuchland. Ce soir-là, Ro s'attarde sur le nombre de pièces d'or. Lorsque Masato remarque que quelque chose semble déranger Elch, il devine qu'il s'inquiète pour Nuchland. Masato suppose que Shinobu est là pour leur annoncer que le Nuchland va passer à l'action le lendemain. L'espion le confirme en disant que leur adversaire commence une guerre. Il explique que leur concurrent va commencer à acheter des marchandises et à les vendre sans se soucier du profit de l'un ou de l'autre. Masato ouvre la fenêtre et Elch est stupéfait de voir un groupe de personnes juste en dessous de leur chambre. Masato répond qu'ils sont la lame qui tuera Nuchland pour lui. Plus tard, Tsukasa rend visite à Ringo dans son atelier et découvre qu'elle est déjà capable de produire de l'aluminium. Elle a fabriqué des lames en aluminium pour les villageois. Lorsque Tsukasa lui dit qu'ils en seront heureux, Ringo est folle de joie. Alors qu'ils discutent, Ringo bâille d'épuisement. Il lui demande de se reposer. Ringo résiste d'abord, pensant que Tsukasa a besoin de quelque chose d'elle. Mais il ne fait que prendre de ses nouvelles, car elle travaille depuis un moment. Elle accepte de se reposer, mais au moment de partir, Tsukasa remarque que Ringo n'est pas la seule à être épuisée. Ils le sont tous. Ils sont fatigués par ce mode de vie exigeant auquel ils ne sont pas habitués. En plus, il neige, ce qui signifie qu'une autre difficulté se profile à l'horizon. Dans le bureau de Nuchland, un employé dit à Jaquwa que leur entreprise ne vend pas de produits. Il se rend sur la place du marché et voit les marchands qu'il a renvoyés. Masato est là pour l'accueillir et rappelle à Jaquwa qu'il a licencié les marchands qui travaillaient sur les routes terrestres pour réduire les coûts de main-d'œuvre. En obligeant les villageois à lui apporter leurs marchandises, il leur a fait supporter le coût de leurs tarifs. L'Elch Trading Company signe un contrat d'exclusivité de 3 ans avec les marchands ambulants. Désireux d'évincer la société commerciale de Masato, Jaquwa a fait tout ce qu'il peut pour convaincre les marchands que Masato les trompe et qu'il achètera leurs marchandises à un prix plus élevé. Les marchands lui disent qu'ils savent qu'il paiera plus cher leurs marchandises. Ils savent aussi qu'une fois la guerre avec Masato terminée, les prix baisseront. Alors pourquoi devraient-ils lui vendre? Désespéré, Jaquwa le supplie à genoux, mais leur confiance est désormais rompue. Masato lui explique que l'essentiel pour une entreprise n'est pas l'argent, mais la confiance. Il n'est pas sain qu'une entreprise monopolise le marché. Il propose qu'ils en parlent tous ensemble. Mais il prévient Jaquwa qu'ils ont l'intention de profiter de lui, alors il ne peut rien faire. Plus tard, Elch explique à Masato qu'ils ne peuvent pas occuper autant de marchands et qu'il a toujours eu l'intention de les renvoyer au Nuchland une fois que Jaquwa aura cessé de jouer. Les contrats passés avec ces marchands sont des contrats vides. Elch s'étonne de son hypocrisie. Masato retrouve son sourire de requin et leur explique que dans son monde, on l'appelle le seigneur des démons. Alors que les 3 hommes discutent, des hommes tentent d'emmener Ro en disant qu'elle est leur servante. Ro s'affirme et elle dit qu'elle deviendra un bon marchand et qu'elle gagnera beaucoup d'argent pour acheter sa mère et son père. Elle donne à Masato l'argent qui lui reste et lui demande de l'acheter. À ce moment-là, Masato jette un sac de pièces d'or à l'un des garçons et lui dit qu'il achètera à la fille 100 fois le prix du marché. Pendant ce temps, Shinobu parle à Tsukasa au téléphone, lui racontant le succès de Masato et lui donnant quelques informations sur la magie de ce monde. Dans ce monde, il existe 4 types d'esprits différents, le feu, l'eau, le vent et la terre. Communiquer avec eux permet d'accomplir des miracles, et leurs pouvoirs sont ceux que l'on imagine. Là-bas, sur le territoire de Fandolf,
Le seul à pouvoir communiquer avec eux est le sorcier qui vit dans le château du Seigneur. Tsukasa demande si la magie est capable de traverser les mondes ou d'invoquer quelqu'un d'un autre monde. Elle répond qu'elle ne le sait pas encore. Shinobu ajoute qu'il existe une religion appelée la foi des 7 lumières qui pourrait être liée aux 7 héros, mais elle a été détruite il y a plusieurs siècles par l'Empire Frejagar. De plus, toutes les autres religions qui existaient sur le continent ont été détruites. La politique de « survie du plus fort » de Frejagar ne permettait à aucune divinité de se placer au-dessus de l'Empire. Tsukasa dit qu'ils devront le trouver. Shinobu dit qu'il y a un problème. Les gens ont besoin d'un permis de voyage du marquis Findolf pour quitter le territoire et ce marquis n'est pas exactement la personne la plus sympathique. Au milieu de l'appel, Aoi dit à Tsukasa que c'est fait. Shinobu lui demande ce qui a été fait et il répond qu'il a fait créer des installations publiques. L'un d'entre eux est un bain public. La scène du bain obligatoire commence. Là, Akatsuki arrive pour signaler que des villageois partis chasser ont rencontré un monstre appelé le chef de la forêt. Alors qu'ils s'apprêtent à apporter leur aide, le groupe de Masato arrive. Elle comprend instinctivement que quelque chose ne va pas. Aoi affronte le monstre et Tsukasa demande aux villageois chasseurs s'ils vont bien. Le maire Ulga a été grièvement blessé. Mais la présence de Ken garantit sa sécurité. Aoi vainc le monstre en un clin d'œil et Ken réussit l'opération. Ils retournent tous au village. Alors que ceux qui sont restés au village attendent les autres, un groupe de chevaliers arrive. Leur capitaine est le chevalier d'argent Inzagi, le capitaine des chevaliers gardiens du marquis Fandolf. Les chevaliers les capturent car ils sont soupçonnés de trahison envers l'État. Apparemment, ils ont utilisé des moyens illégaux pour collecter des pièces d'or sur le territoire. Masato prétend qu'ils ont gagné de l'argent en faisant des affaires en bonne et due forme. S'il a besoin de preuves, il peut fournir leur registre et leur licence d'exploitation. Inzagi répond que ce n'est pas nécessaire. Selon lui, c'est un péché pour de vulgaires paysans comme eux de toucher de l'or. Sur chaque pièce d'or sont gravées les armoiries du dragon de l'Empire Frejagar. Permettre à leurs mains, sales, de toucher ces armoiries du dragon s'apparente à une trahison envers l'État. Inzagi annonce que ses prochains mots sont un ordre du Seigneur lui-même, brûler sur le bûcher tous les traîtres qui ne connaissent pas leur place. Imaginez un peu. Non vraiment imaginez un peu que l'on demande à des gens de mourir juste parce que, laissez-nous réfléchir, vous êtes offensés parce qu'ils gagnent plus d'argent que la moyenne des gens? Lorsque les autres retournent au village, ils sont accueillis par des flammes. Winona les presse de sauver les autres, mais Tsukasa s'y oppose. Il leur dit de ne pas s'inquiéter car il y a des gens qui peuvent s'échapper. Soudain, Akatsuki arrive en lévitation dans les airs. Grâce à ses tours de magie, les villageois qui avaient été capturés par les cavaliers sont maintenant en sécurité. Au milieu de toute cette confusion, Tsukasa remarque que l'Irune n'est pas là. Mais pas d'inquiétude, le village a les 7 prodiges du lycée de son côté. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir la suite de cet anime, abonnez-vous, commentez et laissez un like.